Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Notre invitée est la journaliste française Christine Holzbauer. Elle est la correspondante pour l'Afrique francophone basée à Dakar du groupe IC Publications dont le siège est à Londres. Bonsoir Madame Holzbauer. Bonsoir. Votre groupe édite en version française et anglaise plusieurs publications, le magazine de l'Afrique qu'on a à l'écran, African Business, African Banker et Nouvelle Femme africaine. Comment, en tant que journaliste et citoyenne française, bien sûr, avez-vous vécu les attentats de Paris vendredi dernier ? Eh bien, avec beaucoup d'émotion, comme tout le monde. La France était en deuil. Je me trouvais au Sénégal quand ça s'est passé et j'ai senti l'immense solidarité des Sénégalais, ce qui fait beaucoup de bien. Lorsque la communauté française s'est retrouvée lundi pour signer le registre, c'était ouvert lundi et mardi, on sentait aussi, bien sûr, cet élan entre nous et on avait besoin de ça parce que c'est quelque chose qui était inimaginable. C'était un carnage, c'était une tuerie sans nom. Ça va même au-delà, bien sûr, des chiffres, puisque en fait les terroristes se sont acharnés aussi sur leurs victimes. Tout ça est très bouleversant et de se retrouver ici au Sénégal qui aime tant la France, c'était bien sûr se sentir aussi avec beaucoup d'amis autour de soi et ça faisait du bien. Alors, le président français François Hollande affiche une allure martiale depuis ces attentats qui ont fait près de 130 morts. Conséquence, un infléchissement de la politique française contre le terrorisme, infléchissement réclamé par la droite avec Nicolas Sarkozy, mais aussi l'extrême droite symbolisée par Marine Le Pen, qui renvoie à des mesures de restriction, mais surtout à une radicalisation face à l'État islamique. Que pensez-vous de ces mesures annoncées par François Hollande ? Bien, je crois que le président français n'avait pas trop le choix. On attendait de lui une riposte ferme. Il l'a donnée. Il a dit que la France est en guerre. Je crois que le terme est bien choisi, en guerre contre l'État islamique. Maintenant, votre question fait aussi allusion à la récupération possible par un certain nombre de partis politiques français. Même à la surenchère. Voire à la surenchère, bien sûr. Il est certain que la belle unité qui a eu lieu, qui a été de mise jusqu'à lundi, a ensuite volé en éclats. Et c'est bien sûr extrêmement triste, mais bon, chasser le naturel, il revient au galop, chasser la politique, elle reprend ses droits. Il est certain, comme vous le dites, qu'on assiste en ce moment à une surenchère, et c'est vraiment très très dommageable. Surtout un président Hollande aussi, qui est candidat à sa propre succession. C'est un secret de polichinelle. C'est certain. Lorsque j'écoutais le président faire son discours et annoncer un certain nombre de mesures radicales, je me disais en moi-même, bien sûr, il est en train là, d'une certaine façon, de s'acheter un ticket pour 2017, mais peut-être que c'est un petit peu... Nous, journalistes, nous avons tendance, évidemment, à toujours chercher, si vous voulez... Voilà, absolument. Oui. Peut-être que dans des circonstances aussi difficiles, je trouve qu'il avait le ton juste. Autant au moment de cet attentat de Charlie Hebdo en janvier, j'avais trouvé personnellement qu'on en faisait un petit peu trop. Là, compte tenu de l'ampleur du carnage, c'était difficile, si vous voulez, de ne pas annoncer un certain nombre de mesures extrêmement importantes, virulentes, nécessaires et rapides, ce qui semble être le cas. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que quelque chose va radicalement changer en France, dans la vie de tous les jours ? Ben, la France est en guerre et je pense que ça va se sentir de plus en plus, même si les frappes se font en Syrie, puisque c'est là où est l'ennemi. Néanmoins, dans le quotidien des Français, je pense que bien sûr déjà il y a le couvre-feu. Le sentiment de peur aussi. Le sentiment de peur. Alors je suis toujours extrêmement étonnée par la réaction de mes concitoyens, avec grand plaisir je dois dire, parce que l'entraide et la solidarité qui ont été manifestées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les médias ont à raison, en France bien sûr, relater toutes les histoires de ces héros du quotidien qui ont ouvert leur appartement, accueilli les gens qui fuyaient du Bataclan, et c'est vrai que c'est des belles histoires humaines. Mais aussi ce retour sur les lieux du crime, quelque part aussi. Oui, bien sûr, les gestes des Français, mettre des fleurs, les dessins, parler aux enfants pour expliquer à nos enfants, si vous voulez, l'horreur de ce carnage. Maintenant, par ailleurs, il y a aussi la bête immonde qui risque de refaire surface, c'est-à-dire que bien évidemment, tout de suite, parce qu'il y avait un terroriste qui a un passeport syrien et qui
seraient venus par le flot de migrants, les demandeurs d'asile. Tout de suite, bien évidemment, Marine Le Pen a enchéri son cheval favori, qui consiste à dire qu'il fallait fermer les frontières, stigmatiser tous les réfugiés. Amalgame. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et là, en cela, il y a une récupération politique qui est tout à fait dommageable, parce que le résultat de ça, et c'est exactement ce que les terroristes voulaient faire de toute façon, le résultat de ça, ça serait bien sûr la peur, la xénophobie, la crainte de vivre les uns avec les autres. Et ça, je crois que aucun Français, en tout cas pas ceux qui ont été atteints dans le 10e arrondissement, dans le 11e arrondissement où les terroristes ont frappé, ne veulent de ça. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs qu'il y a ce risque. Un dessin du journal britannique Daily Mail qui assimile les migrants à des rats et des terroristes au lendemain de ces attentats de Paris, mais aussi au lendemain du sommet de Vienne sur l'immigration. Mais je crois que ce genre de dessins, de commentaires et de déclarations n'appelle aucun commentaire. Je veux dire, c'est tellement méprisable que chacun se fera une idée par lui-même de pourquoi tomber aussi bas et pourquoi faire. La peur, elle existe, elle est incontestable. La France est un pays vieillissant, même si nous sommes en Europe parmi les pays qui faisons le plus d'enfants. Hein. On a 2, et quelque chose par femme. Néanmoins, on sent véritablement ce recroquevillement, cette peur qui est bien sûr exploitée par le Front National. Mais nos politiques sont très coupables et très responsables de ça. On n'a pas le droit de laisser le Front National, si vous voulez, s'engouffrer dans ce genre de brèche, et particulièrement pas à un moment où il y a toute une nation qui est en deuil, toute une nation qui pleure, en disant que les mesures prises par le gouvernement sont des mesurettes. Enfin, je veux dire, l'unité nationale devrait vraiment prévaloir à ce moment-là. Il s'avère qu'un certain nombre de crédits ont été à nouveau votés pour l'armée, pour qu'elle puisse faire son travail. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on pouvait l'anticiper? Ça, c'est une autre question. Justement, il se trouve qu'il y a des enfants français qui sont partie prenante de ces attentats de Paris, comme de ceux qui ont précédé. Problème d'intégration d'une partie des Français, vous le reconnaissez, et qu'est-ce qu'il faudrait envisager, à votre avis, comme solution? Alors, le mal-être des banlieues, il est incontestable. D'ailleurs, elle se réveille régulièrement. Je veux dire, le problème, la France n'a pas su intégrer, peut-être autant qu'elle l'aurait dû, un certain nombre de sa population immigrée, d'origine maghrébine en grande partie. Les enfants de la 2e, 3e génération, peut-être que des gestes n'ont pas été suffisamment faits en leur direction. Néanmoins, je m'insurge un petit peu en faux, parce qu'on se rend compte, si vous voulez, les informations nous parviennent au compte-gouttes, mais elles finissent par nous parvenir, qu'il y a une filière extrêmement importante vis-à-vis de la Belgique qui s'en mettre un ventre beaucoup plus mou encore que la France. Oui. Même si, encore une fois, est-ce que un certain nombre de mesures n'auraient pas dû être prises avant? Vous savez, on nous a accablés de ces fiches S, enfin, qui existent, en fait, il semblerait que les autorités n'avaient pas le pouvoir d'arrêter les gens, simplement sur la base de ces fameuses fiches S. Néanmoins, des renseignements circulent, les renseignements existent. On a aussi des informations, nous, journalistes, disons que, par exemple, les services secrets algériens avaient averti la DGSE. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi à temps? Enfin, c'est vrai qu'on est aussi en droit et en mesure de se poser un certain nombre de questions sur le pourquoi, tout à coup, si vous voulez, non seulement des terroristes de façon individuelle ou les loups solitaires, comme on dit, frappent, mais il y a quand même des réseaux, il y a quand même, si vous voulez, des gens qui organisent ça, et on se rend compte au fur et à mesure que les informations nous parviennent qu'il y a quand même, si vous voulez, un cerveau derrière tout ça. Alors pourquoi ne pas avoir réagi avant, même si dès les attentats contre Charlie Hebdo en janvier, les responsables des renseignements disaient qu'on risquait d'être frappé à nouveau. Vous soupçonnez un laxisme quelque part, ou en tout cas une défaillance? Peut-être que la France n'avait peut-être pas encore complètement pris la mesure qu'il s'agissait véritablement d'une guerre et qu'il fallait peut-être faire comme les Américains ont fait après les attentats du 11 septembre. Je pense que maintenant, cette prise de conscience a été faite. La France contrainte, et c'est quand même assez paradoxal, à faire cause commune avec la Russie, scénario pas prévu, avec un Poutine qui n'est pas un enfant de cœur au centre du jeu, et le retour même envisagé, ou en tout cas annoncé, le retour en jeu de l'Iran. Quelle lecture de cette éventuelle coalition internationale contre Daesh avec la Russie, l'Iran, aux côtés de la France? Je crois réaliste, hein?
Un petit peu, oui. Je suis assez d'accord avec vous. Les méandres de la politique internationale sont toujours, vous connaissez l'adage, hein, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je pense que là, on est en pleine réelle politique et que François Hollande, malheureusement, n'avait pas trop le choix. Dans la mesure où on peut pas frapper la Syrie tout seul. On ne peut pas, si vous voulez, éradiquer Daesh tout seul. Qu'il y a, bien sûr, l'élément de Bachar el-Assad, le président de la Syrie. Oui, qui lui-même invite la France à une politique réaliste, tout simplement. Eh bien, je crois qu'en cela, il a eu gain de cause. En même temps, ça ligote quelque part aussi l'initiative française. Bien, pas si les États-Unis. La stratégie française. Pas si les États-Unis nous soutiennent. C'est pas ce qui était prévu au départ, en tout cas. Oui, mais pas si les États-Unis nous soutiennent, ce qui semble être le cas. Le secrétaire d'État John Kerry a apporté son total soutien à la France, donc on va bénéficier du renseignement américain par les drones, de l'appui logistique des avions qui sont très importants. Maintenant, il y a bien sûr l'élément Poutine, vous avez tout à fait raison de le souligner, il est essentiel pour faire plier notamment Bachar el-Assad. Voilà, c'est quand même l'accès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Bachar el-Assad? Voilà, les questions sont posées. Gros point d'interrogation, et vous, quelle réponse vous avez je pense cette que interrogation? Je pense que tout citoyen qui se respecte et les citoyens journalistes que nous sommes ne peuvent pas, si vous voulez, en aucune façon accepter qu'un président continue de torturer son peuple de la façon dont Bachar el-Assad l'a fait. Mais en même temps, on a vu aussi comment une certaine politique a fait des ravages aussi vis-à-vis de ces présidents qui sont qualifiés de dictateurs. On prend l'exemple de la Libye ou avec Kadhafi, l'exemple de l'Irak avec Saddam Hussein. Est-ce que la France et le monde occidental doivent toujours dicter leur vue, leur vision du monde aux autres? Oui, vous faites bien sûr allusion à la chute, enfin au déboulonnage, comme j'aime bien l'appeler, de Mohamed Kadhafi de la Libye. Évidemment, les Africains avaient prévenu, tous les chefs d'État africains avaient prévenu, donc le président de l'époque était Nicolas Sarkozy, en disant attention, attention, parce que si vous faites ça, ça va créer un vide, et c'est nous qui allons en payer les conséquences. Personne n'a voulu écouter, y compris les Américains d'ailleurs. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé, avec les conséquences qu'on a vues, l'attaque du Nord Mali. Voilà, il est évident que de temps en temps, on devrait peut-être écouter nos amis africains. Et vous dites quoi? Que malgré tout, Bachar el-Assad n'est pas Kadhafi, n'est pas Saddam Hussein? C'est un dictateur, c'est incontestable. Est-ce que Kadhafi en était un? Je crois que la réponse des gens de Benghazi va aussi dans ce sens-là. Bon, ça fait partie, si vous voulez, des décisions que des chefs d'État sont obligés de prendre à un moment donné. Quelles pourraient être les conséquences maintenant de tout cela pour l'Afrique francophone et plus particulièrement le Sénégal, puisqu'ici au Sénégal aussi, la question du terrorisme fait débat? Tout à fait. Ben justement, lors du forum des 9 et 10 novembre sur paix et sécurité en Afrique, qui avait été initié l'année dernière à la suite du traité de l'Élysée, le ministère français de la Défense avait souhaité que ce débat se prolonge donc en Afrique, notamment au Sénégal. Et Chartidiane Gadio, votre ancien ministre des Affaires étrangères, a pris l'initiative en cela, ce qui est une très bonne chose. Et pendant la deuxième édition du forum, tous les militaires français étaient là. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, était là. Enfin, et c'est certain qu'on a débattu pendant 2 jours des risques du terrorisme, si vous voulez, pour l'Afrique, et que bon, ça a frappé ensuite le week-end d'après en France. Sans doute on s'y attendait pas, je veux dire, sinon on aurait peut-être pu prendre quelques précautions. Je pense notamment à des déclarations de M. Jean-Yves Le Drian ici disant qu'on allait bombarder la Syrie. Il est évident qu'il allait avoir un retour de manivelle. Maintenant, quant à l'Afrique, bien sûr, évidemment, je veux dire, le Sénégal, merci mon Dieu, n'a pas encore été frappé, mais Boko Haram frappe le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Tchad sont impliqués, la Somalie avec les Chebab, le Kenya est régulièrement l'objet de cibles. Enfin, je veux dire, l'Afrique a souffert dans sa chair et compte des milliers de morts, donc évidemment, le terrorisme est l'affaire de tous. Mais en même temps, l'ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Félix Paganon, dit qu'il n'y a pas de menace spécifique qui pèse sur le Sénégal, malgré tout.
Il semblerait que les autorités sénégalaises ne soient pas de cet avis, puisqu'on assiste à une vague d'arrestations d'imams en ce moment. Oui. Je pense s'ils le font, c'est qu'ils ont un certain nombre de raisons. Peut-être qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais il faut aussi, si vous voulez, c'est un petit peu le danger. On s'était posé la question après l'attentat du 11 septembre, jusqu'où on peut aller. Parce que les Américains avaient failli parfois, si vous voulez, dépasser les bornes. Absolument, mais surtout aussi qu'il y a le risque d'importer un débat qui est peut-être mal posé ailleurs. Quand on parle aujourd'hui du voile intégral au Sénégal, de la formation des imams, c'est un débat aussi quelque part qui est posé en France. Est-ce qu'il faut l'importer ? Non, je ne pense pas. Ce serait très dommageable pour le Sénégal. Je pense que vous êtes un pays à plus de 95% musulmans. Vous avez votre propre façon de pratiquer la religion, de faire la séparation entre l'État et la religion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que cette authenticité, il faut que vous la gardiez. On va sortir un peu du terrorisme quand même pour parler du sommet sur le climat qui va se tenir justement à Paris, dans votre pays, au mois de décembre, la COP 21. Vue d'Afrique, vous êtes une journaliste quand même qui parcourt l'Afrique, qui connaît bien le continent. Comment se décline ce prochain sommet sur le climat ? Alors les enjeux sont bien sûr très politiques, c'est pas que un sommet sur le climat, c'est des rapports de force. Malheureusement pour l'Afrique, ce rapport de force n'est pas trop en sa faveur, mais espérons qu'elle arrivera à faire entendre sa voix, néanmoins, parce que vous le constatez comme moi, et tous les Sénégalais qui habitent la Petite Côte, Bargny, le constatent eux-mêmes, l'avancée de la mer s'accroisse chaque année, des maisons sont détruites, la salinisation des terres, des problèmes de sécheresse, des dérèglements du climat, c'est quelque chose que dans votre pays, moi qui habite ici, nous vivons tous les jours, et partout ailleurs en Afrique aussi, ces problèmes se posent. Si vous voulez, sans avoir beaucoup d'émissions d'oxyde de carbone, l'Afrique paye en premier lieu les conséquences du réchauffement climatique. Donc il est évident que l'enjeu quand on vit en Afrique et d'un point de vue africain, sont absolument énormes. Maintenant, est-ce que vous arriverez à faire entendre votre voix ? Je le souhaite. C'est ça le gros problème ? Je le souhaite. Vous le souhaitez. C'est une belle chute. Merci. Christine Holzbauer est journaliste française. Elle est la correspondante pour l'Afrique francophone basée à Dakar du groupe IC Publications dont le siège est à Londres. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Bonsoir.